Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de cette émission. Ce soir, nous plongeons dans l'univers de l'entrepreneuriat jeune avec un invité, Thierry Niamène, docteur en mécanisation agricole, la quarantaine révolue. C'est le premier prix et même le prix spécial du président de la République du Salon de création d'entreprise de 2003. Il a également été fait chevalier de l'Ordre de la Valeur du Centre d'études internationales de l'Ukraine en 2010, et il a beaucoup d'autres casquettes comme ça dans son univers à lui, qui est l'univers de la production agro-industrielle. Et on va d'ailleurs mentionner également qu'il est à la tête d'une entreprise qui aujourd'hui a une 50aine d'employés. Donc, son expérience, ses difficultés dans le secteur qui le concerne, comment il les a surmontées et les leçons que les jeunes qui veulent entreprendre peuvent en tirer, nous intéresse dans cette autre édition de Entretien avec Thierry Niamène. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Dora, c'est un privilège de me retrouver à cette émission et surtout bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'accord. Alors vous créez votre entreprise, on va en parler tout à l'heure, vous faites beaucoup de choses et vous avez eu pas mal de certifications qu'on va également évoquer, mais quelle est celle qui pour vous aura été la plus surprenante ? Tous ces prix, en réalité, la plus surprenante, je préfère dire les deux plus surprenantes parce que peut-être elles ne se valent pas, mais j'ai eu les étoiles d'or du marketing et de la communication. C'était un concours organisé par M. Nana Payon. Et quand je postulais avec ce qu'on appelait de grandes entreprises, et quand on a lu Tanti, j'ai dit, est-ce que c'est possible qu'un jeune puisse gagner un prix devant tous ces gens? Je crois que j'ai esquissé une larme. Et pour moi, c'était extraordinaire. Et le deuxième, c'est bien évidemment le prix spécial du président de la République dans le cadre du Salon de création d'entreprise. Et il est important de signaler ici que nous étions près de 1240 concurrents. Et à la fin, quand on a mis Achète la presse, parce que même déjà faire ce concours, j'étais sûr que je ne pouvais pas gagner. J'étais stéréotypé, je ne savais pas qu'un jour on pouvait lire mon nom, mais jusqu'au jour où un ami retrouve dans la presse mon nom, il me dit tu étais 4e. Et quand j'ouvre la presse, je me rends compte que le secteur agroalimentaire, c'est même le prix spécial du président de la République. J'ai pas cru parce que le montant était extraordinaire pour ce jeune qui, à la veille même de ce prix, je regardais encore mon passeport parce que je voulais repartir en Europe parce que j'étais à bout. Et je ne sais même pas si les organisateurs savent quel est l'impact de ce prix sur un jeune. Et quel est l'impact de ce prix? C'est-à-dire que non seulement psychologiquement, mais de manière concrète, ce que ça vous a apporté? Quand on parle de 10 millions, je profite de l'occasion pour dire merci pour ce prix qui m'a été remis par le gouvernement, parce que c'était eux qui avaient organisé. L'impact, c'est que vous achetez la première fourgonnette, vous ne savez pas que vous utilisez vous devenez chauffeur, livreur, vous êtes à l'intérieur de cette voiture vous l'utilisez comme auberge quand vous allez quelque part, vous dormez dans la voiture, vous avez déjà une voiture publicitaire comme les autres, et puis vous avez votre nom dans la presse et on associe encore au président de la République, on associe à la presse en parle, on vous fait des interviews, et il est bien vrai, avant ça il y avait RFI qui avait titré Bienvenue dans le monde des aventuriers de la micro-entreprise avec Vincent Gary. Vous avez l'impression d'être au Panthéon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sur la base de quoi? Parce que Tanti, c'est vrai que c'est un nom quand même que certains Camerounais ont dû entendre, mais sans publicité aucune. Qu'est-ce que vous produisez concrètement? Nous transformons les produits agricoles locaux. C'est-à-dire que nous transformons le maïs, le soja, les arachides. Voilà, c'est nos matières premières de base. Mais nous sommes beaucoup plus spécialisés quand on écoute notre marque. On est beaucoup plus spécialisé dans la nutrition des enfants. Donc on fait des céréales, des bouillies de soja. Donc c'est par là que nous sommes
plus connus. Donc nous produisons aussi de l'huile, nous faisons aussi des croquettes de chiens, par exemple. Voilà. Et c'est sur cette base que vous avez reçu le prix du président de la République, sur le prix spécial. Oui, c'était un prix. Vous savez, ce concours était. Je ne sais pas si on organisera encore un concours. Je suggère que ce concours soit relancé. Ce n'est qu'une proposition. Ce concours nous a permis, pendant qu'on faisait nos études, je crois que nous étions à 4 produits à ce moment-là. Et plus on revenait, parce qu'il y a la première commission qui était venue regarder notre projet, c'était encore derrière la maison, à Anguissa. Donc nous, on ne savait même pas ce qui nous attendait, parce qu'on nous disait vous serez primés si vous êtes parmi les meilleurs. Mais chaque fois, il y avait toujours des commissions qui revenaient. Et à la première commission, je crois que j'étais le dernier du groupe. C'est à la deuxième commission qui venait faire une contre-expertise. Je crois que dans cette commission, il y a des gens qui m'avaient demandé, comme toujours dans notre pays, si tu veux être choisi. Je leur ai dit, le montant d'argent que vous me demandez, c'est l'équivalent de 4 sacs d'arachide. Et puis, je préfère m'occuper d'ailleurs, même mon nom sonne très mal pour que je puisse avoir un prix dans mon pays. Mais à la fin, je crois que c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais par contre, vous n'avez pas toujours été là. Au départ, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez été plongeur. Vous avez plongeur, ça c'est en Europe. Vous avez vendu du riz avec de la sauce d'arachide. On va maintenant aborder votre parcours et pour cela, on commence depuis le départ. Votre enfance, vos parents. Présentez-vous, qui est Thierry Niamen? Oui, Thierry Niamen, voilà, je suis né à Banganté, donc je suis du département d'Undé, et puis j'ai pratiquement passé tout mon parcours à Bafoussam, ou de l'école primaire jusqu'en terminale. En terminale, j'obtiens mon bac avec mention assez bien. J'ai fait l'internat parce que cet environnement m'a permis de comprendre comment vivre en société avec des gens venant de différentes familles. Ouais. Et après ça, j'ai eu une bourse du gouvernement camerounais pour aller en Union soviétique. Et la spécialité que j'avais choisie, c'était la mécanisation agricole. Donc quand je suis allé faire mes études en Union soviétique. Mais bien évidemment, ce n'était pas mon rêve de faire mécanisation agricole. Mais il fallait choisir une bourse. Pour obtenir la bourse, tous mes camarades de classe étaient déjà partis. Tous ceux qui avaient un bac déjà avec 11 de moyenne étaient déjà partis hors du pays. Et moi, j'étais resté très nerveux. Donc, il fallait trouver n'importe où pour partir à cette période. Et je m'en vais faire mécanisation agricole. C'est à la première année que je me rends compte que c'était une spécialité extraordinaire. Donc, quand j'arrive dans mon école, nous sommes 2 Noirs, 2 Camerounais dès le début, avant que un Burundais ne vienne nous retrouver. Paix à son âme, Olinga Sylvain Hubert, qui est décédé là-bas. Donc ici, on se retrouve, on essaie de se battre, et pendant ce temps, on nous coupe la bourse, parce qu'il faut expliquer que cette bourse, à un moment, a été tranchée, et il fallait se débrouiller. Et j'ai eu des surnoms bizarres en Union soviétique. On m'appelait Chicago Bulls. Bon, peut-être parce que je joue aussi au basket, mais parce que je récupérais les têtes de bœufs des Russes qui ne mangeaient pas la tête de bœuf dans la religion orthodoxe. Eux, ils ne consommaient pas les têtes de bœuf. Et moi, j'achetais les têtes de bœuf, je faisais cuire dans des cocottes minutes. Et je retirais la viande qui était dans cette tête et j'emballais. Et je revendais aux autres Africains dans mon université pour essayer de m'en sortir. Bon, il est aussi arrivé que Bon, il arrivait que je faisais l'exercice des fainéants pour qu'on me donne un peu à manger. Ouais. Donc les Russes disaient, oui, il y a un Africain là qui a faim, va le voir avec ton exercice de mathématiques, il va vite résoudre cela, des théories mécaniques. Donc je faisais ça, j'excellais de ce côté, et je faisais cela pour qu'on me donne un peu à manger pour subvenir à mes besoins jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'ingénieur. Et c'est quand je m'inscris en doctorat que le calvaire commence, et puis il fallait vendre les sous-vêtements femmes. Bon, il y a cette marque extraordinaire Astor que je prenais, j'achetais en Allemagne et je partais dupliquer en Chine. Et je faisais venir ça par wagon et je vendais avec les Vietnamiens dont je vendais. J'étais le premier noir à vendre au marché de Barbachov à Kharkov. Ouais. Et voilà, et c'était... Et vous viviez où durant tout ce temps? Parce que ce que vous nous dites maintenant, c'est qu'après qu'on ait suspendu la bourse, c'était très difficile pour vous. Il vous fallait carrément faire le malin pour vous en sortir, pour manger. Mais comment faisiez-vous pour le loyer? Oui, en réalité, c'était une bourse de coopération. Dans cette bourse de coopération, il y avait la partie camerounaise et la partie russe. Dans la partie russe, c'était le logement.
c'était le logement. Et peut-être vous avez des facilités dans le transport. Donc c'est la partie camerounaise qui était enlevée. Et moi, la partie camerounaise était restée. Mais bien évidemment... La partie russe, vous voulez dire? Oui, la partie russe était restée. Mm. Mais bien évidemment, il est important de signaler qu'à un moment, on m'avait surnommé Demain viendra. Demain viendra parce que... demain viendra parce que... quand on donnait la bourse, j'avais senti le danger venir très longtemps et je disais aux Camerounais, aux autres compatriotes, divisons la bourse qu'on a par rapport aux 6 ans qu'on a encore à faire ici. Ils disent, mais on vivra, on n'aura rien à vivre avec. J'ai dit, on ne sait jamais, gardons et puis on va mieux vivre après. Donc quand je divisais, et c'est moi qui faisais maintenant des prêts à des Camerounais pour qu'ils puissent... pour qu'ils puissent vivre en attendant cette bourse. Et à chaque fois, on me faisait les procurations pour aller prendre la bourse. Donc, quand la bourse venait à certains moments, donc 50%, 30%, j'étais obligé d'aller seul à l'ambassade à Moscou pour prendre la bourse des gens de ma ville parce que ils vivaient déjà tellement sur des dettes que le reste d'argent me revenait parce que il y avait un petit taux d'intérêt que je récupérais. Donc, c'était un petit jeu dans lequel on se situait. C'était très difficile jusqu'à ce que je me lance dans ce marché où je commençais à vendre, oui, des sous-vêtements, je vendais des... Et vous avez pris le capital où? Et puis avec combien? Parce que c'est ça que nous, on aime savoir quand quelqu'un investit, qui devient entrepreneur. Alors là, il faut mieux comprendre. J'espère qu'on aura quelques images là-dessus. J'ai commencé à vendre sur les lipico, dont on m'appelait football qui en russe veut dire les tricots. Donc je vendais, j'ai acheté une demi-douzaine de tricots que je vendais et après j'ai acheté une douzaine. Bon, comme je parlais très bien le russe, parce que je parle très bien russe, je parle mieux le russe que le français. Et quand je me suis lancé, il y avait des gens les Africains ne savaient pas comment faire pour vendre. Donc j'étais obligé de vendre pour eux et vendre pour moi. Alors il fallait se lever très tôt le matin, dès 4 heures pour réserver sa place. Moi, je dormais parce que je savais que les autres vont réserver ma place parce que je vendre pour moi et vendre pour eux. Et quand les Russes venaient acheter chez les Africains, ils savaient que les Africains ne mettaient pas de très grandes marges. Bon, et pour cela, on vendait, on s'entendait. Et c'est comme ça que je vends. Je commence à m'intégrer. Et je me rends compte que c'est les Vietnamiens qui avaient ce marché. Et pendant ce temps, j'ai commencé à apprendre quelques petits mots en vietnamien pour pouvoir m'intégrer dans la colonie vietnamienne et surtout avoir de meilleures places. Ces meilleures places que j'ai. Et puis, je me suis rebalancé directement dans ces sous-vêtements. Donc, ça veut dire que quand vous commencez à vendre les t-shirts, la demi-douzaine, au départ, c'est quoi votre capital? Mais demi-douzaine de tricots, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? Si je pense que c'est un euro maxi pour un t-shirt que vous pouvez acheter. Donc vous avez 3000 francs. La bourse c'était suffisante. Mais n'oubliez pas que ceux qui parlent de capital sont des très grands consommateurs de bière et de whisky. Donc c'est même le même argent puisque moi, je ne suis pas un adepte de tout cela. Vous savez, les Africains en Europe, c'est des champions de boîtes de nuit. Moi, j'ai jamais mis pied. Non, même pas. Je suis jamais allé. Peut-être je vais commencer à y aller. Mais c'est le même montant que les autres ont, que vous investissez pour essayer de voir. Mais on n'y va pas. J'allais pour la survie. J'allais pour la survie. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça pouvait déjeuner, ça pouvait donner un peu d'argent. Et quand j'ai eu suffisamment d'argent, je suis sorti de la cité universitaire pour m'acheter un appartement là-bas et m'acheter après une maison. Et quand j'ai acheté une maison, donc je vendais maintenant en gros et je dealais maintenant avec ce qu'on appelait les Novorusski. Les Novorusski en russe veut dire les nouveaux Russes. Donc c'est Tchétchènes, tous ceux qui ont suffisamment d'argent. Et c'est là où la mafia a commencé jusqu'à l'agression que j'obtiens. Je suis agressé un 28 mars. Et on prend tout l'argent. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, j'avais osé. J'étais allé un peu plus loin. Nous avons joué à un petit jeu sur un marché avec des Russes où j'étais un peu plus rusé, où je leur disais, vous allez vendre. J'ai baissé le prix. C'était dans la guerre des prix. Et quand on a baissé les prix énormément, à la fin, j'ai vu que c'était moi-même du prix d'achat. On continue à baisser les prix. J'ai envoyé des gens réacheter tout ce qu'ils avaient. Et quand j'ai réacheté, je suis revenu revendre. Le juge ont constaté, c'est bon, j'étais un peu à l'école. Les Russes n'aiment pas se faire doubler. Non, surtout pas un noir. Surtout pas un noir. C'était bon. Et comme j'étais un peu soutenu, comme j'étais conseiller municipal de la ville de Kharkov, donc j'étais le représentant des noirs dans la communauté. Parce que je parlais bien, anglais, français, et puis russe également. Et russe et l'ukrainien aussi, parce que j'ai soutenu ma thèse en ukrainien. Votre thèse de doctorat. Ouais. Même si vous n'allez pas vous faire appeler docteur. Au Cameroun, on se serait attendu à ce que vous disiez docteur Thierry Niamen.
Vous savez, pour moi, le docteur, c'est celui qui sait faire quelque chose. Je crois qu'il doit y avoir un téléspectateur qui doit nous écouter, parce qu'un jour, il m'avait demandé, quand j'avais conçu, peut-être on en parlera, ces arachides grillés en poudre. Il m'avait dit, il a un doctorat depuis 1967 et on ne peut pas griller les arachides, ça devient en poudre. Et parce que je lui dis, oui, merci collègue. Il me dit, non, je suis pas le collègue des commerçants. Bon, ça m'a un peu amusé. Quand on est allé sur le plan scientifique, il a compris que les arachides grillés en poudre, il fallait un peu réfléchir un peu plus. Et que vous étiez effectivement son collègue, parce que vous étiez docteur également. Puisque je lui ai posé mais... trois petites questions. Je lui ai dit, mais la canne à sucre est liquide, comment est-ce qu'on peut l'avoir en poudre? Le cacao qui obtient de l'huile, pourquoi on peut l'avoir en poudre? Et si le lait de vache, on peut l'avoir en poudre? Pourquoi quand je vous dis qu'un Camerounais peut faire les arachides grillés en poudre et que c'est unique au monde, pourquoi ça vous dérange? Je crois qu'à ce moment-là, il a compris qu'il avait affaire... Bon, j'aime pas le mot docteur, peut-être c'est pas ça. Le doctorat, pour moi, ne doit pas rester dans des documents reliés. Vous savez bien que j'enseigne aussi la création d'entreprises dans les universités, comme en université catholique, à Subdeco. Donc, là-bas, moi, je dis, l'essentiel, c'est le concret. C'est ce que tu es capable de faire. Et on t'appellera docteur. Surtout que je ne sais pas où se trouvent tous ces documents. Et vous n'êtes pas un peu mal à l'aise souvent quand vous regardez les intellectuels camerounais qui se font appeler docteurs quand certaines fois ils n'ont même pas ce doctorat, parce qu'il y a aussi pas mal d'usurpation de titres? J'aime pas porter ce jugement, parce qu'à un moment de la vie, pour moi, c'est qu'est-ce que tu as fait avec? Vous savez, quand on parle de Steve Jobs ou tous les autres grands de ce monde, à la fin, ce n'est pas... Évitons ce mot de la paperasse. Oui, vous avez un parchemin. Et si votre doctorat ne sert à rien, ne sert pas à votre communauté, si un jeune ne peut pas trouver de l'inspiration derrière vous, à quoi sert ce doctorat, même si vous avez 4 parchemins? Ça ne sert à rien de les aligner. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe de ce culte de l'envie de démontrer, oui, voilà, photocopie. Je recrute tous les jours. Mais quand quelqu'un vient devant vous et vous dit, je suis tel, voilà mon dernier diplôme, je lui dis, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et je peux vous assurer que j'ai fait mon tonton, qui est en même temps mon père, qui sûrement m'écoute aujourd'hui, me dit, quand je faisais un stage au niveau des brasseries, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu sais faire? Je lui ai dit, j'ai eu un bac avec mention. Il me dit, tu sais faire quoi? J'ai dit, bac avec mention. Mention assez bien. Il me dit, ça ne veut rien dire aux brasseries. Il m'a envoyé trier les bouteilles. Et cette histoire m'avait chamboulé la tête, et j'ai compris que dans la vie, c'est ce qu'on sait faire. Intellectuel ou pas intellectuel, je ne sais pas là où il y a la limite de tout cela. C'est qu'est-ce qu'on sait faire. D'accord. Alors, vous avez vécu toutes ces choses et puis vous revenez au Cameroun plus tard. Oui. Après vos sous-vêtements oui, vendus en Russie, après l'agression. Et d'ailleurs, on n'a même pas bouclé concrètement avec l'affaire de l'agression. Comment ça s'est terminé? Oui, je suis opéré et puis je me rends compte que tous mes biens étaient partis. Tous mes biens étaient partis et je me dis, si je continue à acheter, vendre, sûrement ça va pas aller. Il faut créer l'industrie, il faut rentrer en Afrique. C'est à ce moment-là que je comprends encore l'avantage d'être en Afrique. Je me suis dit non, dans mon pays, sûrement personne ne devrait m'agresser, on ne devrait pas m'appeler nègre. Donc j'étais bouleversé et j'ai dit, je vais monter un projet. Mais même ça, parce qu'il faut que j'explique bien le déclic, c'est que je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide. Donc après 7 ans en Union soviétique sans consommer cette pâte d'arachide que j'aime bien, je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide. On avait un de nos compatriotes, son père travaillait à Air France, qui avait la possibilité de porter n'importe quel colis que vous avez au Cameroun gratuitement. Donc j'ai eu maman au téléphone le matin, je lui ai dit, maman, je veux la pâte. Imaginez-vous, fils unique d'une maman qui vous demande la pâte. Elle était très ravie. Et qui est en Europe. Et qui est en Europe. Donc elle fait la pâte, elle grille les arachides, mais arrivé au moulin, il y a coupé de courant. Quand il y a coupé de courant, elle arrive à l'aéroport en retard. Parce qu'à ce moment-là, elle n'avait plus sa pierre à écraser, ni le moulin à main. Donc elle savait qu'elle allait dans les moulins du quartier. Et pendant qu'elle cherchait dans les quartiers de la ville de Douala, là où elle pouvait trouver un moulin, elle est venue en retard. Mais comme j'avais déjà eu maman au téléphone, donc je me suis déplacé sans confirmation si elle avait envoyé dans la ville de Kiev. Arrivé à Kiev, pendant qu'on était dans la chambre de cet étudiant, il nous a demandé, maman n'était pas à l'aéroport. Il dit non, tu peux pas dire ça. Il me dit non, ta mère n'était pas là. Je rappelle maman, elle me dit il y a eu coupure de courant. Je lui pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des pâtes prêtes à l'emploi? Est-ce que c'est aussi difficile? Et je raccroche étant très nerveux. Mais ce qui est curieux, c'est que le jour où j'invente la machine, je lui dis je veux rentrer au Cameroun, avait fait la pâte d'arachide. Elle me dit espèce de rancunier. C'est toujours cette pâte que tu
que tu as gardé à travers. Et je dis non, il faut qu'on rentre faire quelque chose. Surtout que je cherchais de l'emploi. Parce que, sûrement dans vos recherches, vous savez que j'ai fait 750 demandes d'emploi. Et les Camerounais se demandent est-ce que c'était possible. Mais c'est possible. Quand vous regardez la nuit, vous regardez, vous écrivez partout. Oui. Vous êtes un grand ingénieur, vous pouvez faire ceci. Et personne ne vous répond. Donc je pense que c'est avec cette rage, de cette déception, avec cette pâte d'arachide et tout ça qui me fait concevoir cette machine qui est unique au monde, dont j'ai un brevet d'invention à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, la machine? Et combien de temps est-ce que les travaux de conception ont pris? Effectivement, je bascule, je change directement après cette déception, je m'en vais voir mon directeur de thèse, le professeur Ivan Vassilievich Morozov, je lui dis, moi je ne veux même plus de sujet que nous avons eu à traiter. On va écrire un article dessus, on laisse. Il me dit, tu vas perdre un an. Je lui dis, non, ça ne fait rien, en 2 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, les arachides, la farine d'arachide. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, non, c'est pour l'Afrique. Je vais vous expliquer ça après. Mais il me faut concevoir une machine pour cela. Et ça m'a pris les 2 ans qu'il fallait. Quand je soutiens, je veux même mon brevet. Je veux même mon brevet parce qu'à ce moment, c'était en collaboration avec l'université qui, après l'usine de tracteurs agricoles de Kharkov, là où je travaillais, on m'a rebalancé dans cette usine d'armement où on transformait les chars en tracteurs agricoles. Et là où j'avais de la ferraille gratuitement. Et c'est là où j'ai commencé à faire le prototype de cette machine, qui a eu un buzz extraordinaire à la première chaîne de télévision russe où il y avait 200 millions de téléspectateurs qui ont regardé parce qu'il fallait expliquer cette machine en russe. Et vous pouvez vous imaginer que toutes les propositions fusaient. Et là, j'avais l'impression que quand je vais rentrer au Cameroun, je serai un héros. Donc, j'étais sûr que... La machine qui fait de l'arachide grillé en poudre. En Europe, si je viens au Cameroun, je suis sûr que comme les lions indomptables, on va m'accueillir. Mais je peux vous assurer que mal m'en a pris parce que les premières personnes qui me demandent ce que je suis venu chercher au Cameroun, c'est encore ma propre mère. Ouais, et ça devient très compliqué. Voilà. Et quand vous revenez donc, comment ça se passe? Vous avez votre machine, vous n'avez pas cette reconnaissance normale, beaucoup ne vous connaissez certainement pas. Mais là, comment vous faites pour vous en sortir? M'en sortir, peut-être, j'étais dos au mur. Parce que quand j'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris un billet aller simple. En passant par la France, où les amis m'ont dit non, tu as la possibilité de rester ici, chercher un petit bout de papier, faire un petit séminaire quelque part ici, on te donne et tu mets ça, tu vas vite trouver le boulot au pays. Je leur ai dit non, j'ai un conteneur qui est en train d'arriver au port. Quand je dédouane, il n'y avait même pas où garer la machine. C'est là où, dans une maison en Carabote, et je remercie ma tante, la petite sœur maman, qui me montre la maison. Mais je pense que au départ, il n'y avait pas une bonne intention familiale. On voulait dire, bon, comme tu as décidé de rentrer là, va voir la maison en Carabote, comment ça ressemble, là où tu sors. Mais moi, je ne voyais pas cette maison en Carabote comme les autres. Je voyais qu'il fallait sortir le prototype, montrer, comme j'avais déjà fait le prototype en Europe, donc j'étais sûr qu'en le faisant au Cameroun, les gens pouvaient accepter. Bon, les gens faisaient la sauce, mais tout le monde disait, mais comment les arachides peuvent être en poudre? C'est celui qui l'a mélangé avec le truc du maïs. Donc, il y avait des déceptions, c'était des déceptions en déception. Mais pour moi, je ne voyais pas tout ça. C'était compliqué. Et j'ai eu encore cette chance qu'à la fin, ma mère était encore mon premier employé. Et pour la petite histoire, elle a eu 8 jours de mise à pied pour absence injustifiée. Elle m'a abandonné, elle allait à la tontine. Et pour moi, ça m'avait gêné. Et elle me dit, ouais, papa, tu vas travailler avec qui? Je dis, il n'y a pas de papa ici c'est le boulot. Donc, et après, elle a continué de bosser avec vous quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Elle avait, je crois à l'époque, c'était 500 francs par jour. Donc, bon, et je lui dis merci. Maman, toi qui m'écoutes, tu m'as... C'était surtout pour aider son fils. Alors, donc, vous faites ça, et puis là, vous commencez à rentrer dans le marché camerounais. Aujourd'hui, vous avez plusieurs produits. Vous fabriquez même des croquettes pour chiens. Ça, jusqu'à présent, c'était des marques étrangères qui distribuaient sur le marché. Oui, je veux remercier ici le professeur Sobgui, qui est mon camarade de classe, qui avait des chiens et qui me disait, est-ce que tu as remarqué qu'il y a des marques, et tellement de marques de croquettes de chiens au Cameroun, tu peux regarder de quoi c'est constitué, parce que toi, avec ton ingéniosité, je suis sûr que tu peux faire des croquettes. Et à la fin, je me dis, mais tiens, comment ces Européens vont venir nous nourrir nos parents, nourrir tout le monde, et même les animaux. Non, il faut que quelqu'un puisse faire un truc made in Oja. Donc, et alors, pour cela, j'avais déjà compris le concept. Le concept, c'est de bien emballer. Quand on emballe bien, quand on montre qu'on peut faire de la qualité, alors vous attirez
c'est tirer des mouches, c'est tout. Ça nous intéresse d'ailleurs, hein, parce qu'on vous a en face. C'est quoi ces croquettes pour chiens? Est-ce que c'est des croquettes que des humains aussi pourraient manger, mais qu'on met dans des sachets pour chiens? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans des croquettes pour chiens? Je suis sûr que si c'était un Européen qui était devant vous, peut-être, je ne suis pas sûr que vous aurez posé la même question. Mais je peux quand même répondre. Parce qu'en réalité, ils ont fait les croquettes. Ils ont appelé ça croquettes pour chiens. Nous aussi, Africains, disons qu'on va faire des croquettes pour chiens. C'est tout. Croquettes pour chiens. Je ne sais pas ce qu'il faut dire là. Non, parce qu'en fait, on est surpris. Alors, on est surpris, mais on les voit dans les supermarchés depuis une trentaine d'années. Oui, on avait toujours voulu savoir. C'est-à-dire que si on avait eu l'un d'entre eux, on ne demande pas non plus la formule de fabrication, mais juste essayer de comprendre, est-ce qu'il s'agit de farine? De quoi s'agit-il dans des croquettes de chiens? C'est des farines. Ouais. En réalité, pour dire vrai, de vous à moi, on peut dire quelque chose de c'est des résidus. C'est des résidus qu'on compote pour pouvoir mettre ça sous forme de croquettes. Et les chiens en adorent parce que c'est composé du soja. Ça, c'est notre particularité. Mais tout part d'un fait. Hein. Nous avons remarqué que le taux de perte qu'il y avait dans notre entreprise devenait très élevé. Mais on a demandé comment valoriser les déchets. En valorisant les déchets, on s'est rendu compte que dans la valorisation de nos déchets, on peut le mettre sous forme de croquettes pour les chiens. Et quand ça devient bien emballé, on dit, ah tiens, les Africains. Surtout, il faut... Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Toujours on m'a dit, si tu mets Made in France, il faut mettre que ça vient de l'extérieur. J'ai dit non, je vais mettre Made in Cameroun. Je veux dire, les Camerounais sont capables de faire de bonnes choses. Et c'est là qu'il faut challenger pour faire des produits de qualité. Et le financement, c'est la grosse question à chaque fois qu'il faut investir quand on voit grand et on a besoin de produire un peu plus. On n'a pas de reconnaissance, on n'a peut-être pas grand-chose dans les poches. Comment vous vous êtes financé ici au Cameroun? C'est la même question qui revient chaque fois. Mais vous savez, en revenant, ayant conçu ma machine, vous pouvez comprendre que ça m'a pris énormément d'argent. Il fallait faire un conteneur. J'étais le seul Camerounais à l'époque capable de faire un conteneur venant de Karakov pour pouvoir se retrouver à Douala. Donc, on est en quelle année? On est comme ça en 98. Parce que le conteneur arrive ici en fin 98 pour que je commence en février 99 quand je prends mon... Parce que j'ai envoyé le conteneur avant de prendre mon billet d'avion pour venir retrouver cela au Cameroun. C'était souvent des déménagements parce que c'était un effet personnel. Donc tout était en 1-1. Mais j'avais bien préparé mon retour parce que j'avais fait mon business plan, j'avais déjà fait toutes les autres choses. Mais toujours... J'étais sûr que quand je vais revenir, tout le monde, les banquiers, tout le monde devait venir avec de l'argent. Mais dès que je suis arrivé au Cameroun, je n'avais rien. Je n'avais rien. Je pense que tout commence avec 65 000 ou 100. Ça n'était même pas 100 000 francs. Il fallait l'acheter. Moi, j'ai appris à trier le maïs. Non, surtout les arachides ici au marché des oignons à côté de la prison. J'avais garé la voiture et je suis parti trier les arachides pour apprendre comment on trie. Mais il y a même des femmes qui m'ont dit, voilà un indice, après on m'a chassé du marché, parce qu'on disait que c'est ceux qui ne viennent pas trier. Parce que je venais me mêler dans la foule pour apprendre à faire un métier, parce que j'étais sûr que je devais être le seul employé de mon entreprise. Je savais que... Je voudrais signaler ici aux jeunes qui nous écoutent, il faut oublier la notion d'argent. C'est ça qui nous bloque. Si vous lisez par exemple La magie de voir grand, d'un auteur où le nom m'échappe là, c'est une question, c'est dans le cerveau. C'est la perception qu'on a de soi. C'est de voir grand. Quand on voit grand, on attire autour de soi des grandes personnes. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'avais une machine, j'avais le prototype. Et quand vous avez un parcours, quand vous avez un passé régulier, sérieux, il y a il n'aime pas quand je parle de ça, il y a un ami qui m'a donné, après près de 3 ans de travail, 2 millions, sans reçu, sans rien. Et je lui dis encore merci. Il ne connaît pas là où je vis jusqu'aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Dû à quoi? Dû à un comportement que vous avez eu au lycée. Il a vu comment moi je gérais Moi j'étais le capitaine de l'équipe de basket de mon lycée. Et quand on donnait les primes, je divisais ça au virgule près. Ça veut dire qu'il faut être rigoureux et surtout... Vous avez quand même essayé, mais vous avez quand même essayé de doubler les Russes. Hein. C'est-à-dire que l'honnêteté... non. Par moment... Je peux vous comprendre, oui. mais nous sommes en affaires. J'ai utilisé la ruse
j'ai utilisé la ruse qui peut être très différente de, c'est une technique. Oui. C'est une technique de vente. Vous pouvez faire du dumping. Et si vous faites du dumping, je peux envoyer des gens venir réacheter chez vous. Je ne vois pas en quoi c'est si malhonnête que ça. C'est plutôt bon, mais les Russes n'avaient pas vu de cette manière. Bon, ils n'ont pas vu de cette manière. Et puis, j'ai payé le prix. Hein. D'accord. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent entreprendre. Et au-delà de la question d'argent, que vous conseillez de ne pas trop regarder, parce que tout compte fait, il faut rêver grand. Il y a d'autres difficultés qui sont pas toujours fonctionnelles, mais aussi structurelles. Quand vous créez votre entreprise, quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées qui sont autres que le financement? Vous savez, les jeunes, il faut qu'on se dise la vérité. Et mes étudiants m'écoutent parce que c'est le même message que je passe au quotidien. La réalité, c'est que les jeunes ont suffisamment d'argent. Il faut voir, regardez bien leur téléphone. Regardez bien leur téléphone. Les montants sont extraordinaires. Regardez combien de biens ils consomment tous les jours. À la fin, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'atterrir nulle part. Ça, c'est clair dans la vie. À la fin, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, monsieur, je voudrais faire de la porcherie. J'ai dit, mais avec ton habillement, tu n'es pas prêt à faire la porcherie. Ça sent là-bas. Lui n'est même pas prêt à savoir que si on fait la porcherie, il faut supporter les odeurs. Donc pour moi, c'est la prédisposition. Tout ne se situe pas dans le business plan. C'est bien vrai, c'est très important. Il faut avoir de l'argent, oui, c'est important. Mais est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cette aventure? Il faut s'armer. Et pour s'armer, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une série de... Vous avez déjà eu des histoires pareilles où vous prêtez 2000 francs à un camarade de classe. Il vous dit, je vous remets l'argent jeudi. Mais quand vendredi, vous allez le voir, il ne dit rien. Vous regardez, il ne dit rien. Mardi, il ne dit rien. Et dès que vous demandez, il vous dit, est-ce que c'est pour 2000 que tu veux me faire? Donc, les gens ne sont pas... Vous savez, c'est la manière avec laquelle vous vous comportez. Parce que notre passé parle à notre place. Quand on est cohérent, souvenez-vous, je vous ai dit là en off, qu'est-ce qui se passe dans les lycées? Comment peut-on expliquer que des jeunes Camerounais font la tontine alors qu'ils ne sont pas... On dit dans le lycée, non, il y a la tontine le week-end. Comment un élève peut faire de la tontine? Ça veut dire qu'il n'a pas un revenu stable, mais il veut déjà garder. Faire l'économie, c'est 10% de ses revenus. Ça veut dire que si on n'a pas un revenu, on ne peut pas compter sur le dépannage pour aller faire un certain nombre de choses. Ça peut être discuté, mais je voudrais dire que dans la création d'entreprise, la prédisposition de créer l'entreprise est très importante. Il faut bien se former. Je disais encore que certains des gens de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que dans un moment, ces pays qui nous ont déjà doublés en passant, certains venaient chercher 50 000 pour venir au Cameroun. Mais pendant ce temps, les Camerounais cherchaient 2 millions pour aller hors du pays. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème est ailleurs. Le problème est dans la manière de penser. Il faut changer notre façon de faire. Comme le dit souvent, on nous a dit de ne pas accuser, de pas chercher toujours à se plaindre, mais de regarder devant et de chercher à commencer. Parce que quand on ne commence pas, on dit oui, un jour, suivez bien les commentaires des jeunes. On parle de l'argent d'autrui, on parle d'argent des taux, on parle d'argent des autres. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Il faut agir, il faut oser. C'est l'audace. Pour moi, toujours tout demande, on veut voir les feuilles. On ne voit pas comment est-ce qu'on a dû galérer, même dans votre parcours en tant que journaliste. Quels sont ceux qui ne vous ont pas vu lutter? Donc dans la vie, il faut toujours se dire, je vais poser un pas, gagner mon pas et faire un autre pas. C'est pour cela que dans les escaliers, vous voyez, il y a des escaliers et une marche de repos. Donc on va étape par étape. Ne brûlons pas les étapes. Et c'est quand on ne brûle pas les étapes qu'on peut arriver très loin. Quelles que soient les difficultés sur le chemin. En réalité, il n'y a pas de difficultés qui existent. Ce sont plutôt des opportunités. Moi, je ne vois pas les difficultés dans ma vie. Mais si vous me dépassez, qu'est-ce que je fais? Mais je vous contourne. Je ne suis pas obligé de vous bousculer. Tous les combats ne sont pas à mener. Dans la vie, il faut... Je ne sais pas. Peut-être je suis un peu... J'aime tellement ce que je fais que je ne vois pas les difficultés. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que on va dire le Cameroun va mal. On va dire tout ce qu'on veut dire. Mais à la fin, il faut commencer quelque chose. Peut-être même c'est dans les crises qu'on crée des choses extraordinaires. Le Cameroun aujourd'hui consomme du riz, majoritairement importé. On consomme de la sardine, on consomme des pâtes, on consomme des huiles végétales, majoritairement importées. Et on est donc dépendant, sur le plan alimentaire jusqu'à un certain niveau, de l'Occident, de l'étranger
Et là, vous dites, on peut rêver. Et si on veut commencer à rêver, il faut bien regarder la carte du monde. Pourquoi la carte du monde? Oui, cette histoire de la carte du monde, c'est qu'en réalité, les Européens nous ont trompés. Ils nous ont trompés plusieurs fois. Ils nous ont trompés dans la carte. Vous savez bien ce que veut dire à l'échelle 1 sur 500. Tout le monde sait de quoi il est question. Mais expliquez-moi par quelle magie on nous montre l'Europe en haut et l'Afrique en bas. Vous savez bien quand quelqu'un va là en Mbeng, il dit « je monte en Mbeng ». Voilà. Mais en Mbeng, on ne monte pas, on descend. Regardez le globe. Nous sommes où? Nous sommes à l'équateur. Donc pour aller en Europe, on descend. Mais chez nous, on dit on monte en Mbeng. Parce qu'on s'est dit, l'Europe, c'est là où c'est bien. Et quand vous regardez la Suisse, mais est-ce que la Suisse dépasse la province du Sud-Ouest? Mais regardez bien sur la carte, la dimension de la Suisse est pratiquement égale à la dimension du Cameroun. Donc c'est 10 fois. Donc ça veut dire qu'ils ont truqué la carte, ils ont menti sur la carte. C'est à dessein. Et vous dites la carte du monde est fausse d'ailleurs, j'ai lu ça. Pas seulement moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est dit, tout le monde le sait, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Je n'invente rien. C'est une carte. Le Mozambique, quand vous regardez le Mozambique et la Finlande, vous avez l'impression que les deux, c'est la même. Pourtant, l'un, c'est 10 fois l'autre. C'est quoi? C'est cette façon. On nous a même fait croire que si vous êtes salarié, donc quand les Européens viennent, ils vous inculquent, ils vous poussent à aller cultiver et le cacao et le café pour après vous dire que le prix a baissé. C'est-à-dire, ils s'entendent quelque part là-bas dans une maison, ils viennent vous dire que les choses ont baissé. Pour moi, ils ne sont pas des super-hommes. Nous pouvons faire mieux. Et la civilisation, en réalité, comme disait à un séminaire, on nous a appris, we were the king. Tout commence en Égypte. La mathématique, tout vient de l'Afrique. Donc, si nous déjà nous partons perdants dans la manière avec laquelle nous voyons, je ne vois pas comment est-ce qu'on va réussir. Et c'est pour cela que c'est supposé. J'aime pas ce challenge. Et surtout, peut-être, on m'a appelé suffisamment nègre et ça m'a un peu révolté. Mais à la fin, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Et on peut faire mieux, vous le pensez tellement, vous dites même que à l'horizon 2050, l'Afrique pourrait devenir première puissance économique devant l'Europe et l'Amérique. C'est pas moi qui le dis. Peut-être vous avez déjà eu à recevoir ici Jean-Pierre Oui, mais parce qu'en même temps, j'ai lu les documents que vous m'avez envoyés, donc je sais que c'est votre pensée que je traduis. Oui, mais ça c'est clair. Je suis d'accord avec cela parce que c'est pas nouveau. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de Portugais qui parlent, les Portugais qui partent plus en Angola que les Angolais qui partent au Portugal? Ils vont revenir en Afrique. Quels sont les meilleurs pays? Quels sont le taux de croissance dans notre pays en Afrique? Et de combien? On vous parle de 0,01% en Europe, pendant qu'on parle de 6%, il y a même des pays qui sont à 2 chiffres. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui détient le pouvoir demain. Oui, mais justement, est-ce qu'on détient le pouvoir parce qu'on a le plus de ressources? Est-ce que ceux qui sont premiers, c'est parce que ce sont eux qui avaient les sous-sols les plus riches? Non, vous savez, ce débat m'a toujours un peu gêné, juste parce que j'estime que si nous décidons, le pouvoir d'achat se trouve où? Je vous prends l'exemple des supermarchés qui se trouvent peut-être dans la ville de Yaoundé, où un supermarché peut faire 10 millions par jour. Mais le soir, le propriétaire peut reverser 8 millions et demi au propriétaire. Ça veut dire à la fin que c'est nous qui faisons tourner les usines en Europe. Allez voir dans les supermarchés, où sont les produits camerounais? Où sont les produits de chez nous? Ça veut dire que c'est nous qui faisons tourner les usines. Quand quelqu'un nous dit, nous demandons, envoie-nous quelques euros. Mais les euros là, c'est parce que les usines fonctionnent 24 sur 24. Et qui paye? C'est nous. Le pouvoir d'achat, c'est dans notre poche. Donc pour moi, au niveau des ressources ou pas, celui qui dicte la loi, c'est celui qui dépense. Donc c'est à nous de décider où est-ce que nous allons donner notre argent. Et si on donne notre argent là où nous savons, on n'aura pas besoin des accords de partenariat ou les autres, ou d'autres. Ils vont signer tous ces accords, mais ils viendront voir que nous avons décidé autrement. Donc je crois encore au fait que c'est nous qui devons décider. Oui, et l'industrialisation de l'Afrique aussi va poser un problème. Tant qu'on n'est pas industrialisé et qu'on a ces ressources, il faudra bien qu'on les vende, puisqu'on n'arrive pas à les exploiter nous-mêmes. À les transformer, je veux dire. Oui, vous savez, au niveau de la transformation, c'est très gênant quand je m'assois dans un restaurant et que je vois que le cure-dent vient d'ailleurs. C'est-à-dire que le bois, je vois des grumiers qui traversent partout non loin de nos bureaux tous les jours. Et je me demande, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons même de nos propres ressources? Il faut commencer quelque part. Vous savez, pourquoi nous bloquons à un certain moment? On dit, non, il nous faut 15. Peut-être à l'échelle 15. Mais on n'a pas 2.
mieux vaut un que deux, tu auras. Ça veut dire qu'il faut travailler. L'industrialisation, vous savez, souvent on bloque. Au départ, dans le temps, moi je savais qu'on ne pouvait jamais avoir, un jeune ne peut pas avoir une usine. Parce que l'usine, c'est pour les grands. C'est pour ceux-là. C'est pour ceux de l'au-delà. Mais quand vous allez ailleurs, on vous montre comment on peut conditionner du champagne au sous-sol. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas nous montrer. Il y a des choses qu'on ne veut pas nous faire voir. Vous allez maintenant en Asie, vous allez trouver des petites machines capables de vous faire, que ce soit des beignets, que ce soit de l'industrialisation va commencer où? Quelqu'un ne veut pas nous faire voir. Vous savez, les médias nous montrent autre chose. Et dans cette guerre, je suis très mal placé pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça se gère. En réalité, nous avons des possibilités de pouvoir réussir. S'il faut industrialiser notre pays, il faut commencer quelque part. Il y a un transfert de technologie. Nous ne disons pas que nous pouvons vivre en vase clos. Non, je ne dis pas cela. Mais il faut savoir où se trouvent nos intérêts. Nos intérêts, c'est pour que les gens viennent dans des coopérations, pas venir nous vendre ce qu'ils ont produit chez eux, mais qu'on vienne produire chez nous pour aller vendre de l'autre côté. J'ai déjà eu des contrats où même certains concurrents me demandent de produire pour eux au Cameroun, mais quoi? Le produit qu'ils ont fait chez eux, pour que je conditionne pour revenir vendre dans mon pays. Je trouve que c'est triste de penser ainsi. Il faut que ce soit fait chez nous, et je pense qu'avec ça, la valeur ajoutée, c'est les créateurs de richesse. Malheureusement, chez nous, vous savez, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais ils sont vraiment plus riches que les hommes d'affaires. Oui, d'accord. On va finir maintenant en parlant des risques qu'il faut prendre pour créer ça, que ce soit sur le plan personnel ou même que ce soit l'État. Vous dites il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur. Mais la question, c'est quelle est la limite entre l'excès de risque et la prudence? Vous savez, le manque de prudence et l'excès de prudence, c'est très dangereux. C'est très dangereux, ces extrêmes. Le mot peur, j'aime pas. Je l'ai même exclu de mon vocabulaire. Ça ne devrait pas exister. Il faut prendre du recul. Il faut regarder vers où on est en train d'aller. Il faut se préparer. Et dans votre question, je sens que dans le risque que nous voulons prendre, on parle des risques calculés. On ne parle pas d'aller en aventure. Il faut faire un plan d'affaires. Il faut préparer sa trajectoire. Il faut se projeter sur 5 ans. Il faut se projeter sur 10 ans. Et c'est quand on se connaît soi-même qu'on peut faire une telle projection. Parce qu'à un moment, nous-mêmes, on ne se connaît pas. On ne sait pas quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Vous savez, le risque d'entreprendre, c'est de savoir qu'on n'aura pas de week-end. Oui. Vous savez, il y a des gens qui... Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on dit qu'on sera émergent 2030, j'y crois pas beaucoup, parce que je me demande qu'est-ce qu'on fait pour... Il faut changer, il ne faut plus dormir. Mais si les gens, vous voyez des jeunes qui vous disent qu'on fait la grasse matinée, comment est-ce qu'on peut progresser? Quel est le risque qu'on peut prendre en continuant à faire la grasse matinée? Et s'ils n'ont pas d'idée pour créer comme vous? Les idées... Parce qu'il faut l'idée avant tout, on est d'accord. Ça c'est clair, il faut une idée, mais... Est-ce que tout le monde a l'inspiration que vous avez? Je ne voudrais pas... vous savez, mon parcours est non standard. Moi, je parle d'une déception. Qui n'a pas encore eu une déception? Je peux vous assurer que j'ai toujours aimé voir des jeunes filles avec des ongles bien mis. Mais le jour où on m'avait dit que ces ongles étaient posés, là, j'étais très amer. Je dis, donc même on a pu fabriquer des choses qui montrent comme si... Parce que je n'arrivais pas à garder mes ongles. Mais quand j'ai vu que des femmes avaient des ongles, je pensais, ah non, elle fait ça bien parce qu'elle doit avoir... Mais on se rend compte que c'est des choses qu'on... Donc, c'est à partir des idées. Je vais vous prendre un exemple d'une idée qui a gagné un grand prix en France. C'était des camarades de classe qui voulaient ouvrir la sardine. Et pour ouvrir la sardine, mais on a donné l'ouvre-boîte à un gaucher. Et le gaucher, avec sa main droite, n'a pas pu, parce que c'est avec la main gauche qu'il... Et je vous assure, il n'a pas pu ouvrir. Pourquoi il n'a pas pu ouvrir? Parce que l'ouvre-boîte avait été conçu pour les droitiers. Alors, directement, à partir de là, il s'est dit, mais je peux créer l'ouvre-boîte pour les gauchers. Il est devenu milliardaire. Donc, les idées, vous pouvez les trouver à tout bon bout de chemin. J'étais encore avec un jeune qui sortait avec nous de l'académie de leadership à Bouyad, les porteurs de projets, où on se dit qu'il y a près de 5 000 ou 10 000 militaires à Mora, et il y a une femme qui a fait la nourriture, et les militaires sont venus acheter très vite. Ça veut dire que c'est voilà une opportunité qui se crée. Mais ils connaissent bien, ils ont les idées où se trouvent les nouveaux snacks, les nouveaux
les bars, restaurants, les idées. Ça vient quand c'est pour connaître la nouvelle boîte de nuit là, laquelle on anime bien, les idées viennent très vite. Je pense que quand on aura faim, quand les Camerounais, quand les jeunes vont comprendre qu'on est dos au mur, que ça ne sert à rien de dire que j'ai Master 4, Master 5, Master 15, ça n'a pas de valeur tant qu'on ne peut pas travailler. Il faut travailler. Il faut travailler au quotidien. Devenir entrepreneur, c'est bien, mais il y a une chose aussi, ce qui d'ailleurs révolte beaucoup de jeunes, les poussant à aller créer leur entreprise, c'est comment ils sont traités par leurs employés. On parle de salaire, on parle de CNPS, on parle d'assurance maladie. Est-ce que vous, aujourd'hui, qui êtes un jeune entrepreneur, vous avez tenu compte de tous ces paramètres, de dire, OK, il n'y a pas que les richesses qu'il faut créer, il faut également améliorer les conditions de ceux qui travaillent pour nous? Je vais vous dire quelque chose de façon sincère. Une structure comme la nôtre ne peut tenir, ça fait aujourd'hui 15 ans, ne peut tenir que si ce paramètre important. Une entreprise n'est riche. La richesse d'une entreprise sont ses hommes. C'est les personnes avec qui vous allez. Il faut être franc, il faut être ouvert, il faut être transparent. Quand on travaille avec des gens et on a une vision, quand les gens partagent votre vision, ils vous suivent même sans moyens. Ils vous suivent, ils sont prêts à mourir pour ce travail. C'est normal d'affilier, c'est normal de payer, de payer tous ces taxes. Et vous faites ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas? C'est normal. Mais je me protège, je les protège. Vous savez, il ne faut pas voir dans tout cela un problème. Il faut plutôt voir des opportunités. Moi, chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis quelle est la leçon à tirer. Je ne m'agrippe pas devant ces problèmes parce que à m'écouter, on a l'impression que tout est facile. Non, je ne veux pas dire cela. Il m'arrive de pleurer. On peut savoir que la solitude, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est parfois difficile, on se demande, mais on va où? Je peux vous dire que sincèrement, en revenant au Cameroun, j'étais tellement fier de mon pays. Mais plus le temps passe, il y a des moments où je doute. Mais ce doute, je dois chasser, je dois combattre. Je ne dois pas voir où est-ce qu'on a fini par, où est-ce qu'on ne... Vous savez, pour que je me retrouve ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent. Oui. Ça veut dire que j'ai des collaborateurs à qui il faut faire confiance. Mais pensez-vous que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Il ne faut pas chercher la perfection. Mais il faut tous les jours chercher à s'améliorer. Moi, je suis perfectionniste. Je suis quelqu'un qui pose des questions, je suis toujours en train de me renseigner. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour qu'on puisse évoluer? Et c'est parce que vous écoutez les autres. Et c'est pour cela que nous avons eu 2 oreilles et une seule bouche, que vous vous rendez compte que vous pouvez améliorer. Même quand quelqu'un vient de l'administration dans mon entreprise, il se rend compte que je suis de bonne foi. Même si je ne connais pas quelque chose, je peux vous assurer que j'ai toujours reçu des facilités de certaines personnes. Parce qu'on vous voit, on dit, est-ce que c'est même lui le directeur? Pourquoi on dit, est-ce que c'est même lui le directeur? Parce qu'on se rend compte que vous êtes humain. Quand vous humanisez votre relation, vous sentez qu'il y a des gens capables de couler une larme pour vous défendre. D'accord. Et maintenant, pour ce qui est de l'évolution, d'accord, vous payez bien. Il y a cette question de l'assurance, de la sécurité sociale qui est réglée. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'évolution, du profil, de la carrière, de comment les gens vont évoluer? Parce qu'en général, dans nos entreprises, là où on entre, on va y rester. On voit rarement les sociétés camerounaises faire comme les grandes entreprises, ouvrir à un moment donné leur capital pour permettre aux travailleurs qui ont déjà mis long dans la boîte de devenir un des actionnaires, par exemple. Je ne veux pas changer le sens de votre question, mais il serait important qu'on ne mystifie pas, qu'on ne mette pas des choses très grandes. Nous parlons, je pense que ceux qui nous écoutent attentivement, c'est ces jeunes qui veulent commencer. Quand on veut commencer, tout cela, c'est des problèmes supplémentaires pour... Non, pas vraiment. Alors, si vous permettez, oui, parce que oui. Ceux qui veulent commencer, ils peuvent commencer parce qu'ils ont créé leur entreprise. Oui. Et ça, vous le disiez, on ne devient pas riche en étant employé. Oui. C'est vous qui le dites. Ça, c'est clair. Maintenant, ils peuvent également commencer faire leur premier pas en tant qu'entrepreneur, employé et entrepreneur en même temps, oui. en devenant actionnaire, par exemple. Ça, c'est une piste. Voilà. Et ça, je peux vous dire, j'ai un exemple. C'est pour ça que je posais cette question. J'ai un exemple patent parce que mon ancien administrateur général, Monsieur Kwam, a travaillé avec moi pendant des années. Et après, aujourd'hui, il est mon fournisseur. Donc, quand il était dans l'entreprise, il était capable de gagner de l'argent en me livrant des choses. Je ne crois pas que si un des employés vient me proposer le maïs, vient me proposer du soja, je vais aller chercher ailleurs. Donc, on peut gagner de l'argent, on peut ouvrir... Je pense que tout ça, c'est une question de dialogue et d'avoir des ambitions. Il y a des employés ambitieux, d'autres non.
Il y a des gens, si vous leur donnez 50 000, ils vont diviser ça par 30 jours et ils vont vivre dans leurs 50 000. Ils vont toujours voir même plus bas. Mais pourtant, il y a d'autres qui ont des ambitions, mais au lieu de chercher seulement à voler, mais ils disent non, on peut plutôt travailler, faire des propositions pour que l'entreprise grandisse. On peut sous-traiter. Je ne crois pas que dans une entreprise, on cache le prix de gros à un employé qui peut connaître et avoir un point sur lequel il gagne, que l'argent travaille pour lui. Cette façon de voir est importante. On peut ouvrir le capital, mais vous savez, pour ouvrir le capital, il faut être même dans une SAR, il faut être dans une SA pour que demain vous puissiez avancer. Mais je suis persuadé que si le dialogue est franc, si on est ouvert et si on a des personnes ambitieuses, je peux vous assurer que ça va aller. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous allez dire, ils seront seulement employés. Ils ne veulent même pas voir au-delà de ce qu'ils peuvent gagner. D'accord. Maintenant, sur la question de l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce qui fait que beaucoup de nos entrepreneurs, surtout ceux qui ouvrent les PME, PMI, qui se plaignent des finances, qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à accepter d'être partenaires avec quelqu'un? Ils veulent absolument de l'aide qui vient de la banque, mais ils acceptent difficilement de l'argent qui viendrait de quelqu'un qui dit « Ok, je rentre dans le capital de l'entreprise ». C'est vrai ce que vous dites. Je pense que c'est vrai, mais c'est pas nouveau. C'est un peu camerounais, c'est-à-dire que la solitude, nous aimons aller toujours dans la notion de groupe, d'association. C'est toujours quelque chose de très mal perçu chez nous. Moi aussi, j'ai été déjà approché par des gens, mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a la culture entrepreneuriale. Il y a des gens qui vous donnent l'argent samedi et lundi vont venir vous demander si ça produit des intérêts. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas à quoi sert de l'argent. C'est possible, mais vous pensez même que ces banques, il y a de l'argent dans les banques? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas parce que on ne prête qu'aux riches en réalité. Bon, mais il y a la possibilité pour d'autres personnes, comme pour mon cas, maintenant où je suis submergé, je me demande, il faut à tout prix, je ne peux plus travailler seul, et donc j'ai besoin de gens qui peuvent venir entrer dans le capital sans problème. Mais je pense qu'il doit, pour moi, on n'accepte pas tout le monde dans le capital. Tout n'est pas une question d'argent. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Il faut avoir une vision. Il faut partager la vision. Ce n'est pas parce qu'on m'a... Et vous savez, on dit celui qui paye commande la musique. C'est pas toujours le cas chez des entrepreneurs parce que un responsable, quelqu'un qui a créé son business, il a une vision, il veut savoir qu'il y a des gens qui partagent. Tant qu'on ne partage pas la même vision, ce n'est pas de l'argent qui va nous faire partager la même vision. Il faut avoir des ambitions, discuter ensemble et voir comment est-ce qu'on peut aller pas à pas. D'accord, ça a été un entretien vraiment très riche. Maintenant, ça c'est la dernière question. S'il faut résumer ce que vous avez dit, surtout pour ce qui nous intéresse principalement ce jour, l'entrepreneuriat jeune, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent se lancer dans la création d'entreprises, surtout d'une entreprise qui marche? Une entreprise ne marche pas au début, ou une entreprise qui va marcher. C'est-à-dire qu'une entreprise ne marche pas au début. Il faut d'abord bien se former. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes veulent jouer avec leur formation et je leur dis, on ne peut pas tricher à l'école. Si tu triches à l'école, tu vas retrouver cela dans ta vie professionnelle. Donc pour un jeune, il faut d'abord bien se former. Il faut être très discipliné. Malheureusement, chez nous, c'est quelque chose qui on pêche beaucoup. Quand on n'est pas discipliné, on ne peut pas créer une entreprise. Dès qu'on est bien formé, quand on est discipliné, il faut avoir une idée. Quand on a son idée, c'est une idée où vous pouvez être la seule personne à voir vers où vous allez. Et c'est à vous, pas la rage, pas la passion que vous mettez dans votre projet, vous attirez des gens vers vous et de savoir qu'il faut aller étape par étape. Quand on brûle les étapes, automatiquement, on a des difficultés devant. Et alors, il y a des canaux pour pouvoir bien structurer son entreprise, c'est-à-dire faire un plan d'affaires, un bon business plan, et se faire accompagner, et surtout écouter les autres pour voir dans quelle mesure on peut essayer d'évoluer, de progresser. Mais il faut oser, il faut commencer. J'aime pas, il y a trop de théories, tellement il y a tellement à faire dans notre Cameroun, dans notre pays. J'aime pas quand quelqu'un me dit je chôme. Pour moi, comme dit chômeur, c'est comme un cadavre. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de bouger. Non, on peut bouger, on peut faire mieux, on peut travailler. Et pour travailler, dès qu'on a son histoire, dès qu'on a quelque chose à faire, dès qu'on a une passion, dès qu'on sait vers où on est en train d'aller, on va étape par étape. Et on est sûr, on se dit, on peut commencer, c'est les autres qui terminent. Donc il faut aller étape par étape et surtout ne pas vivre au-dessus de ses moyens.
les jeunes veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Si vous avez une entreprise et que vous allez placer le niveau de vos dépenses au-dessus de vos recettes, automatiquement, vous allez fermer. Donc, chaque chose, ce sera une discipline de vie. Ne pas avoir des week-ends, avoir des journées à rallonge, savoir que la nuit sera toujours courte, savoir qu'on vous serez hué, parce que plusieurs fois, j'ai été trimballé dans la boue parce qu'on vous traite de radin. Des gens font la comptabilité à votre place. Ils connaissent même combien vous gagnez. Ils veulent vivre sur ce que vous travaillez. Et à la fin, il faut bien choisir ses amis. Moi, je pense qu'un jeune qui choisit bien sa compagnie va toujours réussir. Vous allez voir que ceux qui ont échoué, c'est qu'ils disent non, on m'a traîné dans telle compagnie et depuis ce temps, je suis alcoolique ou alors je fais telle chose. Il faut avoir une bonne compagnie. Vous trouvez de bonnes personnes avec qui vous marchez, automatiquement vous allez réussir. D'accord. Alors, on va sortir de cette émission, mais vous avez parlé de solitude tout à l'heure. Vous êtes marié ou pas? J'aime pas répondre à cette question. Des enfants au moins ou pas? J'aime pas répondre, j'aime pas parler de la vie privée. Merci. Vous pouvez garder ça pour vous, on le comprend. Vous n'êtes pas agent secret au moins? Agent secret? Non, pourquoi pas. Ce sont ceux qui aiment cacher leur vie, souvent bien ceux qui font des métiers à risque. Non, vous savez, dans la vie, à un moment, les gens, je préfère voir qu'on parle de mes réalisations. Donc, parce que dans la vie, quand on travaille, quand on est avec des gens, il faut respecter la vie des autres. Oui. Faire ce qu'on a à faire, sortir et éviter d'autres commentaires. Mais biographie, c'est-à-dire que Thierry Niamen, marié, père de 2 ou 3 enfants, jeune entrepreneur à la quarantaine, des biographies en général, on les dresse avec tous ces éléments. C'est ce que les autres font. Oui. Donc chacun n'est pas obligé de faire ainsi. Voilà. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV et surtout, si vous voulez créer des entreprises, allez-y, prenez des risques. C'est ce qu'on retient ce soir. À bientôt.